C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, une date pour la présidentielle en Guinée, celle du 18 octobre 2020. Elle a été proposée par la Commission électorale nationale indépendante. Le parti au pouvoir se dit prêt. L'opposition, quant à elle, pose ses conditions à sa participation. Nous serons à Conakry dans ce journal. La candidature d'Henri Konan Bédié à la présidentielle en Côte d'Ivoire. À 86 ans, l'ex-président a été investi par son parti, le PDCI. Le président sortant, Alassane Ouattara, ne remet pas son mandat en jeu. Le scrutin est prévu le 31 octobre prochain. La correspondance à Abidjan dans un instant. Nous irons également en République démocratique du Congo où le directeur de cabinet du président Tshisekedi, Vital Kamerhe, a été condamné à 20 ans de prison pour corruption. Ses avocats ont fait appel, mais nous prendrons la température à Kinshasa. Nous verrons si ce verdict historique représente un tournant dans la lutte contre la corruption dans le pays. Le 18 octobre 2020, c'est donc la date proposée pour la présidentielle en Guinée par la CENI. Le parti au pouvoir l'a validé. Ce n'est pas le cas de l'opposition qui pose ces conditions, comme la révision du fichier électoral ou le retrait du président Alpha Condé. Les explications de notre correspondant Malik Diakité. Cette date doit encore être confirmée par le chef de l'État à qui il revient de convoquer par décret le corps électoral. La CENI qui a fait cette proposition s'est engagée, comme le lui ont recommandé la francophonie et la CEDEAO, à procéder à une révision des fichiers électoraux dont la régularité est contestée par l'opposition. Mais cela ne suffit pas à apaiser les tensions au sein des formations politiques d'opposition. L'UFDG pose plusieurs conditions préalables à sa participation au scrutin. Nous avons demandé l'annulation de la mascarade du 22 mars et donc la dissolution du Parlement et l'annulation de la Constitution que M. Alpha Condé a promulguée. Il faut qu'on ait un fichier sincère et consensuel. Ensuite, il faut réunir les garanties d'une élection transparente. De son côté, le parti présidentiel ne trouve aucun inconvénient à ce que la présidentielle se tienne le 18 octobre prochain. Heureusement que le président de la République a une main tendue et encourage le dialogue inclusif. Bien entendu, tous les partis politiques qui estiment qu'ils ont des préalables à poser viendraient en ce sein, en se creuser, on en discutera, mais on ne fera pas la loi de quelques-uns contre les autres. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une dynamique large de la majorité qui aille vers ces élections. Le président Condé continue de maintenir le doute autour de son avenir politique. Il est accusé par l'opposition de vouloir s'appuyer sur la nouvelle constitution pour remettre les compteurs à zéro et chercher à se présenter à sa propre succession. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, de nouveau devant la Cour pénale internationale, une audience pour examiner les observations sur l'appel demandé par la procureure Fatou Bensouda contre l'acquittement de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en faveur de l'ex-président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse. Cet acquittement avait été prononcé début 2019. Écoutez. The trial chamber erred by acquitting Mr. Gbagbo and Mr. Blé Goudé in violation of its fundamental obligations under Article 74.5. Les droits des victimes à la vérité, à la justice et finalement aux réparations ont été compromis par l'incapacité générale de la Chambre de première instance à mener une procédure équitable et plus encore par les erreurs identifiées dans les dossiers de l'accusation. Et puis le vieux lion de la politique ivoirienne, de nouveau candidat à la présidentielle. Henri Konan Bédié l'a annoncé ce week-end. Il a été investi par son parti, le PDCI. À 86 ans, l'ex-président se tourne vers les jeunes à qui il promet de les aider à accéder aux responsabilités. Les détails avec notre correspondante Aïs Brook. Henri Konan Bédié a décidé de mettre fin à un faux suspense ce week-end. Répondant à un appel des cadres de son parti, il sera bien candidat à l'investiture du PDCI RDA lors de la convention qui se déroulera fin juillet. Un autre cadre, un autre responsable du PDCI RDA, Jean-Louis Billon, a décidé de se ranger derrière Henri Konan Bédié. Toutes les conditions semblent être donc réunies pour que l'ex-président affronte le candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly, qui était aussi Premier ministre lors de la présidentielle.
présidentielle d'octobre prochain. Ça peut être vu comme une revanche pour Henri Konan Bédié qui avait dû quitter le pouvoir par les armes, chassé après un coup d'État mené par le général Guéhi en 1999. Après cela, Henri Konan Bédié s'était rapproché de son rival de toujours, Alassane Ouattara. Ils avaient fondé tous les deux une alliance, le Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix. C'est avec cette alliance qu'ils réussiront à reprendre le pouvoir des mains de Laurent Gbagbo après la crise post-électorale de 2010-2011. Mais cette alliance a fait long feu entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié en 2018. En effet, les deux hommes ne sont pas parvenus à s'entendre sur l'identité du candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Henri Konan Bédié, celui que l'on surnomme le Sphinx de Daokro, espère bien reprendre le pouvoir un petit peu plus de 20 ans après l'avoir perdu. En bref, toujours en Côte d'Ivoire, le ministère de la Défense a annoncé l'arrestation du chef du commando djihadiste qui avait mené une attaque meurtrière il y a 2 jours contre l'armée à Kafolo, dans le nord du pays. Cette attaque avait fait une dizaine de morts et 6 blessés. La présidentielle bis au Malawi. Les autorités organisent de nouveau le scrutin après l'annulation de l'élection de 2019 pour cause de fraude massive. Une élection qui se joue principalement entre 2 candidats, le vieux président sortant, Peter Mutharika, et l'éternel opposant, Lazarus Chakwera. Nicolas Germe. Ses partisans se sont mobilisés pour son dernier meeting de campagne. Lazarus Chakwera, le leader de l'opposition au Malawi, pense qu'il va remporter cette présidentielle, la 2e en 2 ans. Car le résultat de celle de 2019 a été annulé par la Cour constitutionnelle en raison d'irrégularités. L'opposant, âgé de 65 ans, fait confiance à la nouvelle commission électorale. This electoral commission has been in office just about 2 weeks. I have been impressed by the manner in which they have, so to speak, hit the ground running. And I have confidence that they want to do what is right, protecting the rights of Malawians as they make their choice. Cette fois-ci, Lazarus Chakwera a le soutien du vice-président Saulos Chilima, qui est arrivé 3e l'an dernier. C'est un coup dur pour le président sortant, Peter Mutharika, qui a 79 ans. Il a fait appel quand sa victoire a été annulée, mais sans succès. This election is not the will of the people. Therefore, I call upon all Malawians to come out to register and vote to restore the will of the people, which was expressed in the May 2019 elections. Des manifestations avaient éclaté après sa courte victoire l'an dernier et avant la décision de la Cour. Peter Mutharika est au pouvoir depuis 2014. Pendant son mandat, la croissance est ralentie, mais l'inflation a chuté. Lorsque sa victoire a été rejetée l'an dernier, ce fut un choc, car c'était seulement la 2e fois en Afrique subsaharienne qu'un tel revirement survenait. La première fois, c'était au Kenya en 2017. Ce jugement historique en République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, a été condamné samedi à 20 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. Il a été reconnu coupable du détournement de plus de 50 millions de dollars de fonds publics. Ses avocats vont faire appel. Peut-on parler d'un tournant dans la lutte contre la corruption? Clément Bonnereau vous en dit plus. C'est la première fois en République démocratique du Congo qu'une figure politique aussi importante est condamnée pour des faits de corruption et de détournement de fonds. Les partisans de Vital Kamerhe continuent pourtant de dénoncer un procès politique. Dans un communiqué publié dimanche, son parti, l'UNC, qualifie d'inique le jugement rendu samedi et fustige ce qu'ils décrivent comme une intention malveillante de nuire à l'avenir politique de Vital Kamerhe. Alors, qu'en pense la société civile? Eh bien, dans son ensemble, elle salue une avancée de l'état de droit, mais elle appelle surtout la justice à aller beaucoup plus loin. Écoutez. Les faits qui sont reprochés à M. Kamerhe sont des faits qui sont là. Et je pense que la justice a tranché de manière impartiale. Mais je comprends en même temps un peu la position de partisans de M. Vital Kamerhe, dans la mesure où, jusqu'à présent, il est le seul à pouvoir répondre de ses actes devant la justice. Et je pense que la crédibilité de ce procès dépendra de la suite d'autres affaires en justice, parce que les faits de corruption, il y en a en RDC. Plusieurs organisations de la société civile font le même constat. L'épiscopat congolais considère qu'il est trop tôt pour décider si la condamnation de samedi constitue une véritable avancée ou bien si elle était prononcée afin de régler un problème
politique. De son côté, l'Observatoire de la dépense publique, l'ODEP, une autre ONG de lutte contre la corruption, estime que le procès a mis en lumière un problème dans la gestion des fonds publics en République démocratique du Congo. Pour rappel, 2 autres procès sont en cours dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi. En Algérie, la militante Amira Bouraoui a été condamnée à 1 an de prison, une condamnation pour, entre autres, offense à l'islam, offense au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et incitation à violer le confinement pendant la crise sanitaire. Son avocat a annoncé qu'il ferait appel. Cette décision de justice intervient dans un climat de répression accrue. C'est heure entre des policiers et des manifestants à Tataouine, en Tunisie. Des jeunes qui manifestaient pour réclamer des emplois ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Cela fait plusieurs semaines qu'un mouvement de protestation est en cours dans cette ville du sud du pays. La tournée européenne du président tunisien Kais Saied, première escale à Paris, l'occasion pour lui de s'entretenir avec Emmanuel Macron des questions régionales. La Libye était au centre des discussions. Le chef de l'État a d'ailleurs dénoncé le jeu dangereux de la Turquie en Libye, voyant une menace directe pour la région et pour l'Europe. L'intervention d'Ankara sur le sol libyen est à l'origine de la défaite du maréchal Khalifa Haftar, soutenu par l'Égypte, l'Arabie saoudite et ses alliés du Golfe. Direction l'Afrique du Sud. Le pays connaît une augmentation des violences policières depuis le confinement en mars dernier. Au moins 10 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre, alors que depuis la mort de George Floyd aux États-Unis, de nombreuses manifestations contre ces violences et contre le racisme se multiplient. En Afrique du Sud, le mouvement commence à prendre de l'ampleur. Reportage de Caroline Dumais. Il y a toujours beaucoup de tensions dans les rues sud-africaines. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux en témoignent. Au moins 10 personnes ont trouvé la mort dans les mains des forces de l'ordre depuis le début de l'un des plus stricts confinements du monde, le 26 mars dernier. Rien d'étonnant à ce que les Sud-Africains demandent des comptes aux forces de l'ordre. Et quand ils évoquent le meurtre de l'Américain George Floyd, ils ne peuvent s'empêcher de penser aux victimes sud-africaines de la brutalité policière. Parmi elles, Colin Koza, qui a été battu à mort chez lui. Qui peut se permettre de venir chez vous, enfoncer votre porte, agresser votre femme et vous tuer ? Et aujourd'hui, une commission d'enquête superficielle nous dit qu'aucun mal n'a été fait ? Au lancement virtuel de la campagne antiraciste de l'ANC au début de ce mois, le président Ramaphosa s'est insurgé contre la mort de Colin Koza. Même s'il y a des provocations, rien ne peut justifier qu'un être humain perde la vie dans de telles circonstances. Amnesty International réclame aujourd'hui qu'une enquête indépendante soit menée sur toutes les exactions des forces de l'ordre. Il est très important qu'une enquête indépendante soit mise en place, soutenue et financée. Et c'est d'autant plus important que nous sommes en pleine pandémie, à un moment où la confiance dans le gouvernement doit être élevée, afin d'avoir la meilleure réponse possible aux mesures imposées au public. Plus de 30 000 personnes ont déposé plainte ces 5 dernières années contre la brutalité de la police ou de l'armée. Moins de 2% des cas ont abouti. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.